Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Du même auteur, aux éditions L'Harmattan, Paris. Aux éditions Edilivre, Paris. Aux éditions du SCHABEL, Yaoundé. Pour la mémoire éternelle et inaltérable du soldat de cœur inconnu, qui tombe sur le champ de bataille émouvant et fraternel de la solidarité et de la compassion humaine. Cadrage introductif. Le discours sur l'humanitaire semble être devenu un effet de mode, dépassant largement la sphère d'une entreprise éthique et morale. Sa vocation essentiellement compassionnelle et solidaire est dorénavant soumise à l'épreuve des doutes et des critiques. Il ne s'agit donc plus seulement de l'expression d'une solidarité dégagée de toute ambition sectaire, ni même de toute arrière-pensée. En effet, la thématique de l'action humanitaire proprement dite procède de plus en plus de conceptions aux enjeux inextricablement complexes, sociaux, politiques, économiques, diplomatiques et culturels. Toutefois, si ce premier regard plutôt sévère induit des remises en cause somme toute légitimes, il ne saurait nullement servir de prétexte pour décourager une introspection académique enrichissante et positive. Une telle démarche permet de vérifier, mais également d'explorer l'impact réel sur la stabilité et l'équilibre des rapports humains, particulièrement dans ses dimensions compassionnelles et solidaires. Il apparaît donc, et ce de façon presque automatique, que plusieurs champs d'observation, de travail et d'analyse se dégagent. L'appréhension des relations d'entraide entre individus et groupes d'individus. L'appréhension des relations de coopération à des fins d'assistance ponctuelle ou permanente entre États. L'appréhension des relations entre les États et les acteurs privés, à des fins de concours spécifiques ou extraordinaires. L'appréhension des relations d'assistance et d'entraide de toute nature, entre divers acteurs de tout statut, à l'intérieur d'une aire géographique étatique homogène. L'exercice auquel la réflexion plutôt que l'enseignement nous invite mêle l'histoire, la sociologie, le droit des gens au sens large, le droit des rapports interétatiques, la philosophie, la science politique, la théologie et l'anthropologie. C'est incontestablement une démarche transversale qui devrait nous permettre de procéder à des clarifications importantes. Et parler de clarification renvoie absolument à l'exigence d'une démarche prudente, et surtout équidistante par-delà les colorations idéologiques de même que tous les genres de préjugés. Très logiquement, le concept d'action humanitaire est dans cette perspective tout un vaste programme. Nous ambitionnons en conséquence de nous débarrasser des préjugés abjects, pour mieux appréhender le concept dans tous les sens, dans toute sa dimension éthique, juridique, politique et morale. Cependant, nous ne ferons rien ou ne choisirons aucune démarche qui ne soit convenable selon les meilleurs canons scientifiques et académiques. C'est dire que nous ne commencerons aucune réflexion, sans avoir auparavant précisé ce que le jargon général intègre, dans la signification et l'expression ultime de ce qui est humanitaire ou ne le serait pas. Il existe une véritable littérature d'abus sur l'humanitaire, une idéologie de propagande nourrie de nombreuses approches, voire même de certitudes doctrinales. Pourtant, comme pour d'autres disciplines des sciences sociales pures, autant que des créations intellectuelles et académiques qui en résultent, il existe un fort conditionnement des esprits. La grande entreprise d'accommodation et de formatage des esprits qui traverse plusieurs siècles et se perpétue hélas, n'hésite pas à situer leur apparition dans le génie occidental. Ces gens bien de là-bas auraient tout inventé, y compris l'humanitaire. De ce constat, je m'autorise à redire que notre exercice n'est pas et ne saurait être une épreuve de récitation prédéterminée, ancrée sur les concepts, notions et autres supposés acquis académiques, dont certains meublent les bibliothèques. Il faut quitter définitivement la mauvaise, piteuse, piètre et infantilisante trahison de la pensée qui consiste à confondre la compilation des opinions avec la contribution souhaitable, honnête, limpide et effective à l'avancement de la science. Certes, il sera immanquablement question du droit international humanitaire ou du droit humanitaire international, selon la disposition que les uns et les autres choisissent. Il sera également question des organisations humanitaires internationales, des gouvernementales et des non-gouvernementales. Il sera encore question des associations, au sens le plus élémentaire, voire premier de la notion, selon l'entendement juridique consacré par tous les systèmes et civilisations du droit des gens.
Mais ce qui nous intéresse, ce qui constituera l'essence, le but, le résultat de l'exercice et justifie par ailleurs le choix d'une relative indépendance dans les voies et les moyens d'articulation, c'est le souci de traiter franchement et objectivement de l'action humanitaire. Il s'agit de le faire en tant qu'initiative sociale, expression d'une lucide gouvernance politique, décision diplomatique dans certains cas et de toutes les façons, démonstration ou mise en exergue de la volonté d'assistance, d'aide et d'entraide. À partir de ce présentoir attentatoire à l'ordre établi, c'est toute la problématique du déploiement de la solidarité avec ses difficultés réelles et apparentes, complexes et banales, qui sera exposée. Nous ne réussirons peut-être pas à satisfaire toutes les écoles de pensée, il en existe une multitude, mais même dans un étalage sommaire, nous nous efforcerons de faire appel au maximum d'outils et d'instruments pour une maîtrise polyvalente du sujet. À propos de l'humanitaire et de l'action humanitaire. Approche sectorielle. En toute chose, il est nécessaire de savoir de quoi il est question, sur quoi on s'engage au plan étymologique et sémantique. Dans tout ce dont nous parlons, il y a au départ l'homme, sujet central et destinataire des attentions, des préoccupations aussi. Il y a ensuite son destin, mieux, son sort, le traitement qui lui est réservé ou auquel il a droit, sa condition dans un contexte donné, à un moment donné, selon des institutions connues, générales ou localisées. Cette première approche nous amène concrètement à traiter de la condition humaine et partant des préceptes, doctrines et idéologies sur lesquelles s'articulent les différentes écoles de pensée. De l'homme, être humain. Un rappel philosophique et historique du droit naturel et du droit circonstancié. L'être humain est un et unique dans la présentation et l'entendement qui en est fait dans toutes les civilisations. De cette unicité résulte également une considération générale qui ne souffre pratiquement d'aucune contradiction. Si l'on se réfère à la maternité, son rôle et son importance dans la stabilité des familles, la continuité et la préservation de l'identité des clans, peuples, tribus et communautés de toute nature, la conclusion s'impose d'elle-même, à savoir que sans maternité donc sans procréation, sans naissance et protection des naissances, on tendrait vers la perdition, voire la disparition pure et simple de l'espèce humaine. Toutes les sociétés humaines sont donc manifestées, considérées et identifiées par l'homme, produit, source, sujet, acteur, destinataire des actes divers et auteur des créations, des conquêtes, des constructions et des réalisations. Tous ceux qui ont fait les classes de philosophie savent bien ce que cela veut dire, je pense donc je suis. Ce n'est pas qu'une affirmation, mais un constat lourd et plein de sens, une réalité éloquente. Dans de nombreuses civilisations, la venue au monde d'un nouveau-né donne lieu à des rituels consacrés. Il ne s'agit pas toujours de fêtes, il s'agit aussi de méditation, de mysticisme transcendantal qui échappe aux non-initiés. En somme, plus on traverse le temps, les valeurs, les coutumes et les clans, plus on découvre l'homme sous diverses formes et statuts. Certes, on ne saurait traiter de la question, sans émettre quelques réserves. 2. Contextualisation matérialiste et subjectiviste. On sait, nous savons par exemple, que la Chine a adopté pendant longtemps une politique démographique dite de l'enfant uni. Au nom de cette politique, de nombreuses familles qui souhaitaient avoir tantôt un sexe, tantôt l'autre, ont commis des crimes qui n'ont pas toujours été versés dans la communication et l'information publique. Il y a là une idée de l'homme, être humain, qui connaît des dégradations selon un système de valeurs ordonnancé par le politique. Des justifications pourront être apportées dans le contexte de la société chinoise de ce temps, mais il demeure que le statut de l'homme n'est déjà plus le même à cause de ce qui apparaît comme du subjectivisme totalement en contradiction avec l'état-nature qui n'accepte et n'intègre aucune entorse ni dérogation. Nous pouvons dans la même logique relativiste nous reporter à des sociétés où le lien de mariage offre une image, des rites et des exigences tout à fait particuliers. Si l'on prend le cas de la société indienne, on se rend compte que le rite du mariage introduit une exigence que l'on retrouve rarement ailleurs. En ceci qu'ici, contrairement à ce qui est admis, considéré comme acquis, accepté et reconnu comme la règle et la civilité, ce n'est pas la famille de l'homme qui apporte la dot, mais plutôt la famille de la femme. Il y a encore les extrêmes, par exemple la mise à mort immédiate du nouveau-né, considérée à tort ou à raison comme symbolisant un malheur pour le clan, la secte ou la fratrie.
On a vu ce que font les sociétés où les albinos sont pris dans un engrenage de magie noire totalement abjecte et obscurantiste. Corrigeons pour dire que rien en fait n'est obscurantiste, dans la mesure où tout concourt à valider des identités anthropologiques qu'autrui ne saurait contester, critiquer ou vilipender qu'en se mettant dans l'esprit du colon qui, par ignorance ou par suffisance condamnable, considère tout ce qui est en dehors de l'Occident comme nul, sauvage, impropre, voire inhumain. B. De la condition de l'homme. Un donné de base, apport idéologique, doctrinaux et factuels. Allons chercher à comprendre le sens de ce qui est accoudé à la nature, à l'objet et au sujet. Aussi longtemps en arrière que l'on puisse se référer, on découvre des pratiques qui caractérisaient des sociétés de leur temps, de l'Antiquité au siècle des Lumières et de la civilisation machiniste à la civilisation radioélectrique puis électronique jusqu'à l'informatique. D'abord, à partir des systèmes de gouvernance, de la nature des régimes, du statut et des privilèges des seigneurs, des rois, des empereurs et dignitaires de tous les noms, de toutes les appellations, on tient des catégorisations très distinctes des individus. Les différences de statut renseignent aussi et très fortement sur les droits, les rôles et les destinées. Qui peut avoir accès à quoi, et qui peut revendiquer quoi selon son statut, selon sa descendance et ses prérogatives et privilèges d'héritage, de conquête ou de mérite personnel. Allons fouiller dans l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité, et observons l'esclavage. De fait, chacun de nous, d'abord parce que nous sommes noirs et africains, ensuite parce que nos livres de formation en histoire ont été et demeurent toujours incomplets, va privilégier une présentation qui situe l'esclavage seulement dans le lourd préjudice que met en exergue notre rencontre avec l'Europe. C'est vrai que la première et la plus répandue des leçons sur l'esclavage porte l'estampille de la souffrance infligée aux Noirs enlevés de sa base naturelle en Afrique par l'homme blanc, pour les besoins de son commerce de main-d'œuvre. Les images, les reportages, les cris, les dénonciations nous viennent directement, mais que d'émotions avec des Amériques, terrain d'explication, zone de travail et de fabrication des martyrs, berceau de création des révoltes qui s'expriment si bien et si hautement par les luttes pour les droits civiques des Noirs américains. On en parle, et on revient dessus sur cet esclavage, en vivant les célébrités qui en étant noires, ont fait et font toujours la fierté de l'Amérique, dans la chanson, le folk, le blues, mais aussi dans le sport, la spiritualité et bien évidemment la politique. Un Noir a été président des États-Unis, mais d'où venait-il sinon d'Afrique ? Barack Hussein Obama est en effet de père kényan. Et avant lui, Jesse Jackson, pasteur de son État, avait essayé à 2 reprises. On n'oubliera pas ceux qui ont particulièrement marqué l'histoire, Mohamed Ali, de son vrai nom Cassius Clay, grand champion de boxe, puis James Brown et aussi Martin Luther King. D'autres sont aussi connus, Andrew Young, pasteur et premier noir à représenter les États-Unis à l'ONU avant de devenir ensuite maire d'Atlanta. Condoleezza Rice, la première noire à occuper le poste puissant et prestigieux de conseiller national de sécurité, Colin Powell, le premier noir à occuper le poste de chef d'état-major général de l'armée américaine, ou encore Jesse Owens, qui remporta 3 médailles d'or aux Jeux olympiques de Berlin devant un Hitler fou furieux. Tous parlent et chantent indirectement la condition d'esclave, une condition humaine spécifique. Alors, notre propos, c'est une certaine démarche de rectification, pour dire que dans les faits, la condition d'esclave ou le statut d'esclave existe avant les contacts entre l'Occident et l'Afrique et existe après. Dans l'Europe médiévale, on trouve déjà des esclaves, des roturiers, des seigneurs et des aristocrates. La société européenne qui deviendra par la suite le moteur de la civilisation industrielle, technocratique et moderne, s'est bâtie sur l'exploitation de l'homme par l'homme, sur la sécrétion de graves injustices qui ont conduit aux mémorables révolutions que l'on connaît, en l'occurrence celle de 1789 et celle de 1791. Mais ce ne sera pas tout, puisque les mutations sociales qui suivent, suscitées surtout par les syndicats, expriment un ras-le-bol face à un capitalisme qui n'a plus de considération pour l'être humain. On peut évoquer les grandes négociations qui aboutirent à l'adoption de la loi sur le temps de travail, celui-ci étant alors ramené, des volontés des seuls patrons, à 40 heures. On peut évoquer également la généralisation des congés payés et autres. 2 éléments de confort du relativisme, de variation et de stabilisation des évolutions institutionnelles. Dans la recherche historique,
Il y a bien évidemment la Révolution américaine, aboutissant à l'indépendance des 13 colonies d'Amérique du Nord. En fait, la guerre de sécession est avant tout une guerre pour ou contre la dignité de l'homme en général, car elle met en opposition les États du Sud, trop favorables à l'esclavage et partisans d'une nation à plusieurs vitesses, et les États du Nord, plus libéraux, abolitionnistes et promoteurs d'un fédéralisme réel et d'une nation fondée sur l'égalité entre les citoyens. C'est le rapport de force qui résulte de cette confrontation qui autorise la substance actuelle de la Constitution des États-Unis d'Amérique, telle que nous la connaissons, et c'est le désir d'approfondissement des droits et des libertés, afin que personne ne sente nulle part une quelconque discrimination dans son statut de citoyen et d'être humain, qui mène à la rédaction et à l'adoption des 10 amendements. En réalité, même les sociétés africaines, avant les contacts avec les Arabes d'abord et l'Europe ensuite, ne sont pas épargnées par le phénomène. Les guerres entre les royaumes sur le continent se traduisent par la constitution de prisonniers, lesquels sont ensuite traités en esclaves. Enfin, on voit bien que le phénomène est loin d'être définitivement éradiqué, et semble même appartenir au genre de kyste qu'il est impossible de surpasser ou de détruire complètement. Les institutions nationales et internationales continuent de déployer des trésors d'instruments et de rencontres pour trouver les voies et moyens de contenir l'esclavage et la traite des personnes. On connaît mieux le cas de la Mauritanie, où la société demeure profondément divisée sur cette question, entraînant de lourds préjudices pour une partie de la population et générant un débat et de véritables déchirures à chaque échéance électorale. Il y a dorénavant dans ce pays majoritairement de culture et de religion musulmane, une opposition blanc-noir qui s'articule sur les positions des uns et des autres par rapport à la question de l'esclavage. Par ailleurs, et s'agissant de la traite des personnes, les phénomènes comme la prostitution, souvent qualifiés de plus vieux métiers du monde, se développent surtout comme une industrie du sexe portée et contrôlée le plus souvent dans les grandes métropoles urbaines par des gangs, des mafias et des trafiquants qui entretiennent de gré ou de force de flopées de dames, des plus jeunes aux plus âgés. La situation de certaines de ces personnes condamnées à livrer leur corps contre une rétribution monétaire est insoutenable du point de vue physique, sanitaire et psychologique. Elle couvre les pandémies génito-dégradantes les plus effrayantes. Autre cas et autre traite, le cas des personnes, jeunes filles généralement, emmenées vers les pays du Golfe et le Liban notamment. Les pays africains en sont tous victimes, et des réseaux de grande ampleur tenus par des trafiquants sans vergogne ont été mis à jour à partir des années 80. La vie devenant difficile et les problèmes familiaux s'accumulant, l'exil à n'importe quel prix est devenu la norme, et les réseaux supposés offrir le paradis avec travail et résidence, n'ont plus eu qu'à pêcher dans la mare grandissante des candidats au départ, lesquels s'estiment être des heureux élus, et bénéficient même des soutiens multiformes de la famille, jusqu'à ce qu'elle découvre sur place qu'au lieu du paradis c'est l'enfer, et qu'au lieu du travail ce sont l'esclavage et la brimade associés au racisme. Toutes ces tares font l'objet de nombreuses conventions et traités internationaux, élaborés et adoptés tantôt sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies directement, tantôt dans le cadre ou comme directive des institutions spécialisées et des organisations de coopération régionale à l'instar de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de l'Union européenne et de l'Organisation interaméricaine. L'esclave et la traite des personnes sont classés dans le registre des crimes contre l'humanité. C'est à propos de l'humanitaire. Présentation et enjeux. Il y a incontestablement dans la prononciation, l'expression, l'affirmation et la qualification de la notion d'humanitaire, un mélange de spiritualité, de fonctionnalité et de pragmatisme. Une compréhension typiquement et fondamentalement marxiste évoquera tout simplement le matérialisme dialectique, c'est-à-dire la mise en exergue d'un état de fait, de droit ou de morale, à la fois dans son acception positive et dans son acception négative. Le principe organisateur des enseignements marxistes s'appuie, pour autant que vous soyez un tant soit peu préparé, alerté, conditionné et adapté sur la consécration du dualisme dans toute constitution, en somme dans toute identité. Ce formatage idéologique induit l'obligation de la relativisation de toute évaluation, appréciation, analyse ou jugement. Nous avons parlé de l'homme, sa condition, la structure humaine,
en ceci qu'il est cet être, outil, instrument maniable, transformable, instable et mouvant au gré des volontés susceptibles de lui imposer un statut quelconque. Selon que l'on développe à propos de l'homme des sentiments sur la façon dont il est intégré, géré ou appréhendé, on posera des actes, dont le regard général ou de pure circonstance est étiqueté d'humanitaire. En effet, il faut remonter à plus loin dans son avènement, sa formation, sa conception, la décision de sa conception, l'idée même de son existence et le principe de formuler l'idée, pour mieux asseoir en quoi et pourquoi la notion d'humanitaire est non seulement admise, mais prônée et valorisée. Au début, une certaine équité, parce que l'on veut se conforter et se réconforter face à toutes les négations, depuis la génétique, la philosophie jusqu'au matérialisme ambiant et ravageur. Le débat n'a jamais cessé en droit, et divise tant les systèmes juridiques que les écoles de pensée, à propos de la conception, de la consécration de l'existence et des droits attachés aux nouveaux venus dans les familles, dans la société. De fait, est-on d'accord sur le moment où l'existence est constatée, confirmée et consolidée de façon irréfutable? Des théories fusent, mettant à mal les consciences et réinventant la vieille querelle, la sempiternelle frustration que se construisent le temporel et le spirituel. L'enjeu c'est à un moment la morale sociale en général, allant tantôt de la proposition éthique enrichissant la considération du corps, tantôt du souci devenu préoccupant, de rendre à la gent féminine sa liberté première qui devient celle de décider si oui ou non, elle entend conduire jusqu'à son terme une gestation maternelle. Voici en réalité posé le problème de l'avortement. On n'en sort presque jamais, tant conservateurs et progressistes ne lâchent rien. Et dans ce jeu à somme préconçus comme extrémistes d'un côté comme de l'autre, les grandes nations dites développées tiennent les premiers rangs de la confusion, avant même les nations noyées dans la religion. On débat, et on se déteste sur la question, exactement de la même façon et avec la même intensité aussi bien en Arabie Saoudite qu'aux États-Unis, deux pôles de valeurs antagonistes extrêmes sur presque tous les plans. Le droit se nourrit en réalité ici et ailleurs, de sentiments presque parfaitement influencés par des postures souvent irréconciliables. Au Maroc, la condamnation d'une jeune journaliste pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage a entraîné sa condamnation, celle de son fiancé ainsi que du médecin, de l'anesthésiste et la secrétaire médicale de la clinique impliquée, a soulevé des vagues d'indignation à travers le monde et amené finalement le roi à décider d'une grâce. Le tort de la jeune dame n'était même pas de s'être fait avorter, mais d'avoir eu des relations sexuelles hors mariage, mais en réalité, la violation de tout ce qui n'est pas dit ni écrit, mais consigné dans les traditions religieuses islamiques. C'est la considération de la femme comme une mineure, une majeure diminuée. Dans ce registre, une des femmes les plus célébrées et des plus marquantes de la France contemporaine, est justement Madame Simone Veil dont les restes ont été officiellement transférés au Panthéon. Son principal mérite, c'est la loi qui porte son nom, la loi Veil qui pour la première fois, alors qu'elle est ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing, va légaliser l'avortement, IVG, interruption volontaire de grossesse. Il est établi qu'avant la loi Veil, des centaines de milliers d'interruptions se faisaient clandestinement avec dans certains cas des conséquences pour la survie de la femme, et des milliers d'autres voyageaient pour aller se débarrasser du fœtus au-delà des frontières. Il s'agit bien des droits de l'homme et des libertés fondamentales tels que prescrits et consignés par les instruments internationaux majeurs, mais au-delà, d'une interpellation de la conscience au sens humanitaire du terme. Les exemples peuvent être étendus au cas de la jeune fille encore dans sa pleine adolescence, à la fois pour la grossesse et pour le mariage, validé par certaines cultures et sanctionné par d'autres. Dans tous les cas, ce qui est fait en opposition ou en sanction négative sera gratifié du statut d'humanitaire. L'extension devrait concerner également le travail des enfants, objet de plusieurs instruments nationaux et internationaux, sans que là aussi, une unanimité puisse être dégagée. 2. Prééminence de l'objectivisme universaliste. Pour concrétiser l'humanitaire qui ne veut plus seulement dire la pitié, mais surtout construction d'une société de valeurs plus matérialiste que morale, on va recourir justement aux arguments de la défense de l'avancement de la science. Ici surgira enfin lentement mais sûrement, la nécessité de rallier toutes les positions, pas forcément en faveur de l'humanitaire, bien au contraire. Tel engagement scientifique est utile, nécessaire,
indispensable pour l'avancement de la société et la connaissance universelle, mais doit-on la développer au détriment de la survie de l'espèce? Pour Donald Trump, la campagne contre les industries fossiles est un complot contre les États-Unis, et par ce raisonnement, il réactive tous les projets abandonnés et condamnés, défend le charbon comme source d'énergie, claque la porte au traité international sur le climat, se moque des accords de Paris et met fin à la participation des États-Unis. Au Brésil, le reste du monde sauf l'ami Trump condamne les décisions du nouveau président Jair Bolsonaro, lequel a donné carte blanche pour les sociétés de déforestation actives en Amazonie. Du coup, surgit encore l'humanitaire, de la pitié pour les populations autochtones indiennes. De l'humanitaire, le sentiment de protection et du sentiment de protection, un certain conservatisme progressiste accoudé à de la morale pure et simple, primaire avant de devenir conflictuel dans sa présentation biaisée. Justement, c'est de prime abord à un jugement qui peut être ou paraître solitaire que le geste, l'acte ou la démarche peut revêtir le caractère d'humanitaire, mais il suffit sans doute de battre campagne, de remuer les salles de rédaction, pour populariser la cause et créer un mouvement d'unanimité. Nous sommes alors dans le triomphe de la clameur populaire, laquelle peut être fabriquée, instiguée, véhiculée et pratiquement imposée. On connaît très bien ces montages venus d'Occident, des riches et des puissants, des rusés et des cyniques qui manipulent à souhait et à grand renfort de moyens, pour créer la pitié et justifier en fait des entreprises idéologiques vouées à stabiliser ou à induire un rapport de force. Quand commence-t-on en Occident à se pencher sur le sort des peuples sauvages, et qui en sanctionne les résultats? Qui autorise les opérations? Quels mécanismes et quelles normes sont en vigueur et comment sont-ils rendus opérationnels? Tendancieuses, ces interrogations pourraient paraître. Pourtant, deux constructions normatives de l'action humanitaire. Il est dorénavant évident que l'action humanitaire ne procède plus ou pas d'une simple manifestation de la volonté de personnes physiques ou de personnes morales, selon un entendement qui tendrait à lui conférer le statut d'une distraction de pure circonstance, voire d'un phénomène très limité, donc circonscrit dans l'espace, d'une expression opportuniste conditionnée. Nous sommes maintenant en présence d'une matière d'enseignement et de formation, avec un corps de règles et d'outils, rangés et arrangés, aussi bien dans les contextes internes par le système global de gestion voulu par chaque État, que dans le contexte international, par l'armature de régulation diplomatique des rapports entre les nations. A. Sur le plan interne. Comment en vient-on à envisager l'action humanitaire comme une entreprise intégrée dans l'ordonnancement de la vie d'un État? En principe, lorsqu'on parle d'État, on fait allusion à une personne morale, à une machine structurée plus que complexe, dont l'âme est constituée d'un territoire, d'une population et d'une autorité administrative. Pour ceux qui ont une connaissance, même relative du droit international, il faut par exemple se référer à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de La Haye dans l'affaire du Sahara occidental, pour être suffisamment illuminé. En effet, dans cette affaire, l'Assemblée générale avait saisi la Cour pour savoir si à l'arrivée du colonisateur espagnol, le territoire du Sahara occidental était administré par une autorité quelconque, et si oui, laquelle? En somme, ce territoire était-il une terra nullus, c'est-à-dire un territoire sans maître? L'idée de l'autorité sur un territoire ne formule pas simplement le besoin de supervision et la réalité du commandement, elle induit le principe de l'organisation systémique de même que la responsabilité du bien-être des habitants, traduisant la sécurité des personnes et des biens. On parle alors des devoirs régaliens de l'État, corollaire subséquent de son droit au commandement intégral, au pouvoir absolu et exclusif, à la plénitude de compétences. Pour cela, la Constitution énonce la forme de l'État, le modèle d'organisation institutionnelle et les prérogatives des différents pouvoirs qui assurent la stabilité des mœurs, la sanction des comportements et les mécanismes de surveillance. À ce propos, l'État émerge comme le bon père de famille qui veille sur tous et sur tout, crée, entretient, explique, impose et garantit la promotion des normes juridiques et institutionnelles nécessaires pour l'harmonie sociale. La logique qu'induit ce postulat ou alors ce constat, ce sont, en termes conséquents, deux évidences. La première, c'est l'organisation structurelle, alors que la deuxième recouvre justement sa mise en mouvement dans les situations exceptionnelles,
imprévisible et susceptible de rompre le nécessaire équilibre dans l'égalité des citoyens en ce qui concerne le droit à un destin meilleur et à une vie meilleure. En somme, si l'État c'est l'organisation structurée, l'absence d'État, c'est l'anarchie ou l'incapacité de tout ce qui en tient lieu, d'accomplir certaines missions, de faire face à certaines situations impliquant la mise en danger directe ou indirecte du bien-être de ses sujets. Dans tous les deux cas, la motivation c'est la sauvegarde. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.